concentrée, je me suis dit. Une journée où j'ai pas eu le temps de réviser, mais ça va. Ça va? Ça se passe bien? Oui. Bonjour Nathalie. Il y a encore du monde aujourd'hui. Qui arrive, on attend plus que 5 minutes. On a je vais mettre cette partie-là. Les filles, elles sont pas bien. J'ai gardé toute la Je pense qu'on va démarrer. Je vais juste faire une toute petite introduction. Je remercie à tous d'être venus en grand nombre. Quand on a démarré notre collaboration avec la SACD, enfin le fait qu'on utilise cette salle, on se demandait si on la remplirait. Et on se disait que le jour où on la remplirait, on aurait gagné. Et voilà, bientôt, la salle sera trop petite pour nos tables rondes. L'association qu'on a créée il y a bientôt 1 an, les femmes s'animent, c'était vraiment pour essayer de faire que les gens éliminent les frontières, pour que les femmes aient confiance en leur capacité et aussi faire en sorte qu'il n'y ait plus de limites, plus de frontières. Je suis ravie de voir qu'on a une table ronde mixte, et c'est l'idée, ainsi qu'une salle mixte. Et c'est vraiment l'idée. Souvent, on me dit, est-ce que les hommes peuvent adhérer à l'association ? On a déjà pas mal d'hommes dans notre association. Et l'idée, bien sûr, c'est d'en faire partie, si vous vous ressentez de ces idées. En tout cas, je voulais aussi dire que l'association organise ces tables rondes. Elle organise également tous les 2e mercredis du mois des rencontres au Carpe Diem, un bar qui est au centre de Paris, au métro Léal. Et donc le 2e mercredi du mois, c'est demain. Il se trouve que cette fois-ci, ça tombe comme ça. On a la table ronde et on a demain les rencontres. Et c'est vraiment une super soirée. On a démarré il y a quelques mois. Venez-y, tout le monde est bienvenu, adhérents et non adhérents. Les tables rondes, bientôt, seront réservées aux adhérents. Pour l'instant, on a gardé et on a voulu que les tables rondes soient ouvertes à tous. Mais ce qui serait super sympa, c'est que vous preniez tous un bulletin d'adhésion pour ceux qui ne sont pas encore adhérents et que vous adhériez à l'association pour nous aider à continuer ces événements. Et la programmation sera très bientôt annoncée sur notre tout prochain site internet. Et donc il faut nous aider à contribuer à ces actions qu'on essaye de monter. Je vais laisser la parole à Maya. Merci Corinne, merci d'être là. Voilà une belle table ronde qui s'annonce. On a à peu près, juste pour le côté pratique, on a à peu près 1h15 de table ronde. Ce que je vous propose, c'est que les questions viennent ensuite et pas pendant, pour qu'on puisse garder un petit peu le fil du sujet et de la conversation. Et puis de toute façon, il est prévu que on puisse se retrouver en haut tout à l'heure. Alors le sujet, c'est le stéréotype au féminin. On est très bien entouré, pardon, je vais constamment mettre mes lunettes, c'est l'âge. Donc on est très bien entouré. On a en face de moi Mélanie Lallet, qui est donc sociologue, qui va nous en parler
L'idée, c'est à chaque fois, je ne vais pas faire une grande présentation de chacun et chacune, mais qu'au fil de la conversation, les expériences vont transparaître. Je pense que c'est ce qui sera le plus intéressant. À côté donc de Mélanie, Thomas Astruc, auteur et réalisateur. Voilà, là aussi avec une expérience en partage. Nathalie Altman, productrice et je dirais aussi ex-diffuseuse, pour pas dire diffuseur, là, pour le coup, on commence. Voilà. Ensuite, je vous présente donc Stéphanie Fournereau, qui est donc psychologue à TF1 et qui va aussi partager son expérience tout à fait passionnante dans le domaine. Et puis Guillaume Montalent, qui est auteur, scénariste, séries et longs métrages, entre autres. Voilà, donc c'est parti. Alors, je voulais donc démarrer en disant que le stéréotype était multiple. Un stéréotype, c'est un stéréotype, il y a le stéréotype féminin, mais il y a aussi le stéréotype masculin, il y a le stéréotype de la famille. Alors on ne va pas partir partout, c'est impossible dans le temps imparti, mais c'est très important, je pense, voilà, d'avoir à l'esprit que le stéréotype n'est pas que féminin. Ensuite, je voulais aussi souligner, avant de démarrer plein pot, qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype ? Donc, pour qu'on ait un petit peu une même vision de ces définitions. Donc, un stéréotype, c'est d'une part, c'est la vision d'un groupe social vu par un autre. C'est aussi une définition qui, par essence, peut résister à de nouvelles données qui viendraient compléter la définition initiale du stéréotype. C'est important de souligner aussi, je pense, que le stéréotype est souvent perçu comme quelque chose de négatif et de très caricatural, mais pas partout, puisque là, on va parler du stéréotype peut-être d'un point de vue francophone, mais l'animation, ça voyage. Donc je pense que c'est important à un moment ou à un autre, et j'ai quelques mots-clés en réserve, pour pouvoir replacer le stéréotype dans un contexte non seulement francophone, européen, mais aussi international. Donc c'est souvent perçu comme négatif, caricatural, mais pas dans tous les pays de la même manière et pas partout. C'est très important aussi de voir et de connaître sa raison d'être, qui est à l'origine de mettre de l'ordre dans notre univers social. Voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'histoire et le stéréotype en est un. Alors le danger, évidemment, c'est que le stéréotype soit réducteur et inadapté à notre appartenance à la société. C'est une des raisons pour laquelle nous avions très envie de traiter ce sujet, parce que nous le trouvons relativement inadapté dans certains cas. Mais là aussi, on y viendra, pas toujours. Alors, l'autre mot et l'autre approche, puisque d'une part, il y a le stéréotype, mais je pense qu'avant de, encore une fois, partir dans le sujet, ça s'appelle du teasing, l'autre mot, c'est l'archétype. Je pense qu'il ne faut pas oublier de dire que l'archétype existe, que sa définition, c'est d'être le modèle général et universel qui est représentatif d'un sujet. C'est un modèle idéal. On sait que Platon, comme Jung et d'autres, en ont écrit et parlé, et notamment dans les théories de l'inconscient. Pour faire simple, on se place généralement vis-à-vis d'un archétype dans nos comportements et dans nos rêves. Alors, notre sujet ce soir, c'est comment faire évoluer le stéréotype à défaut de le supprimer, et quelle est notre responsabilité envers les enfants qui regardent les dessins animés que nous contribuons à produire. Alors, j'en ai fini de mon introduction, mais je pense que c'était important. Et je voudrais commencer en donnant la parole à Mélanie, qui va rajouter un troisième terme à stéréotype, archétype, et maintenant nous parler peut-être de la représentation. Oui, alors en effet, comme le disait Maya, peut-être ça permettra aussi de mieux me présenter en tant que sociologue des médias, puisque j'imagine que vous n'avez pas dû en rencontrer beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ce cheminement pour se déplacer vers les professionnels de l'animation. Sociologue des médias et des cultures enfantines. Aujourd'hui, les sociologues, nous, on travaille toujours sur la notion de stéréotype, mais on lui préfère souvent la notion de représentation et de représentation sociale. Pourquoi ? Parce que quand on analyse avec une approche socio-historique les représentations,
Du coup, ça amène aussi des surprises. On ne part pas du principe que ce qu'on va trouver dans l'histoire, dans notre imaginaire collectif, c'est nécessairement des préjugés, des stéréotypes confinés à une forme de sexisme qui se reproduirait, qui se reconduirait indéfiniment de la même manière et qui résisterait au changement historique. Donc tout le travail sur les représentations du féminin et du masculin consiste à montrer comment ces représentations évoluent au cours de l'histoire, à voir dans quelle mesure elles promeuvent une forme d'égalité entre les genres, ou au contraire s'inscrivent dans la continuité de stéréotypes plus anciens. Absolument. Alors, on va peut-être enchaîner avec Stéphanie. Stéphanie, donc psychologue, tu interviens et je vais te laisser en parler mieux que je ne le ferai. D'une part, en conseillant sur les achats et en conseillant et en échangeant sur les productions qui sont en amont ou en cours. Oui, tout à fait. Donc ça fait de longues années que je travaille à TF1 où j'ai un rôle de conseil sur les achats. Donc je regarde les séries et les dessins animés et je suis amenée éventuellement à faire des coupes, surtout sur la violence et moins sur les stéréotypes. En revanche, le travail sur les stéréotypes et les représentations se fait plus avec les conseillères artistiques dans leur accompagnement. Lorsqu'elles me sollicitent, ce qui est souvent le cas de Muriel qui est là, on travaille ensemble sur les représentations, sur la mixité dans les dessins animés. On s'efforce d'avoir des programmes le plus mixtes possible. Et ce qui est à peu près le cas, dans nos téléspectateurs d'ailleurs, on a à peu près 50% de filles et 50% de garçons qui nous regardent. Et on essaye de s'adresser à tout le monde, pas qu'aux filles, pas qu'aux garçons. On essaie d'avoir des héroïnes et des héros auxquels les enfants peuvent s'identifier et qui soient ni trop des filles, ni trop des garçons, trop garçons. On essaie de trouver un juste milieu. Alors c'est très intéressant parce qu'effectivement tu es appelée à travailler comme les conseillères de programme ou les conseillers de programme dans un cahier des charges. Alors j'en profite pour faire une transition et m'adresser à Nathalie, Ladies First, pour justement travailler dans un cahier des charges, dans ton expérience passée de diffuseur et dans ton expérience actuelle de productrice. Le cahier des charges, c'est un peu notre lot quotidien. Et dans le cahier des charges, la représentation, le stéréotype, voire l'archétype. Oui, alors moi j'ai un cursus où j'ai commencé dans la production dans une société qui s'appelait Saban International Paris. Donc on a fait pas mal de séries, notamment une série fille qui était Princesse Sissi, qui était une sorte de merveille de stéréotype. Quand on le fait, on le fait aussi avec conscience. C'est-à-dire que on peut prendre beaucoup de plaisir à travailler sur des stéréotypes à partir du moment où l'idée c'est d'avoir des personnages, ça on va en parler, qui amènent aussi un point de vue là-dessus. C'est-à-dire si une fille est très fille et un peu nunuche, s'il y a une autre fille qui est pas nunuche et qui montre aux petites filles du public, cette fille elle est un peu nunuche, ça peut aussi être un élément intéressant de l'histoire et de la dramaturgie. Donc je pense que ça dépend aussi ce qu'on vise. Il y a la notion de divertissement, il y a la notion d'éducation. On a aussi un rôle d'éducation, mais l'éducation, on peut aussi la faire de façon parfois un peu subtile et en faisant sourire aussi le public. Donc ça, c'était intéressant de travailler sur cette série qui mélangeait à la fois une héroïne très fifi, mais quand même assez volontaire, et qui était un personnage en plus historique. On a pris de grosses libertés avec ce personnage, mais on en a fait quand même une héroïne qui était très moteur de son propre destin. Et puis après, du coup, j'ai travaillé aussi sur d'autres séries qui étaient pour le coup plus mixtes. J'ai peu travaillé sur des séries garçons-garçons. Je pense que c'est parce que peut-être en tant que fille, ça m'intéressait moins. Je suis maman de filles aussi, donc je suis dans des univers assez féminins. Donc les séries action pure m'ont moins plu. C'était peut-être moins intéressant aussi en termes de création de personnages. Et puis après, côté diffusion, donc j'étais pendant 12 ans directrice des programmes jeunesse d'M6. Alors étonnamment, on n'était pas. Enfin, il y a eu des séries comme Atomic Betty, qui étaient des séries avec une héroïne fille qui était à la fois totalement fille, mais très tournée vers l'action. Il y avait
beaucoup de séries mixtes où on mélangeait ça. Il y avait des séries comme Martin Mystère, on avait un garçon qui était très macho, mais qui avait une sœur qui, du coup, lui permettait d'amener cette distance. Donc, encore une fois, on ne s'est pas dit... on a un rôle, on a une mission, on a plutôt jugé sur les projets qui étaient amenés par les producteurs et en se disant est-ce que ce personnage il a une véracité. Alors justement, voilà. Je vais en profiter pour rebondir et me tourner vers mon voisin Guillaume, parce que justement pour raconter une histoire, donc là, et pof, on est en plein dans la représentation nécessaire pour rebondir sur ce que disait aussi Nathalie, concernant donc les ingrédients dont tu as besoin pour tricoter tes histoires et notamment comment travailler sur... avec ou sans stéréotypes. Il me semble que tu parlais... quand nous avons fait une petite réunion de préparation, de trouver l'équilibre. C'est pas simplement de trouver l'équilibre, c'est aussi en préambule, il y a l'intérêt personnel. C'est-à-dire que moi, en tant que scénariste, je prends certainement plus de plaisir à écrire des personnages féminins que des personnages masculins, parce que au-delà du... on y reviendra plus tard quand on creuse un peu, c'est-à-dire que vu que c'est de l'animation destinée aux enfants, on est quand même sur une base qui est très clivée. Il y a le bien, le mal. À partir de là, on développe, on machine, on donne des personnages, des histoires, et naissent les archétypes, les stéréotypes et tout. Après, d'un truc personnel, ça fait donc 14 ans maintenant que j'écris et que je coécris. Et le plaisir de scénariste, moi, personnellement, est vachement plus quand j'ai des personnages féminins à écrire, parce que certainement, je suis moi-même un mec, donc j'ai vachement plus de travail de recherche peut-être à faire. Puis, basiquement, je trouve les personnages féminins vachement plus intéressants, d'un point de vue cinéma, dessin animé et tout. Mais pour le stéréotype, après, sur l'écriture, moi, en tant que scénariste, quand je suis auteur de Bible, je place mes personnages... dans un équilibre qui est le mien, celui qui me convient, et je pense celui qui est le plus intéressant, c'est-à-dire une vraie mixité, et si on peut, autant que faire se peut, d'avoir des personnages féminins qui tiennent un peu le devant de la scène, plutôt que le personnage qui est complètement secondaire, qui est là pour agrémenter ou faire le truc super classique. Et le grand plaisir, après, voilà, on fait des commandes. Moi, en tant que scénariste, j'essaye, s'il y a des trucs un tout petit peu plus classiques et tout, l'intérêt, c'est de faire vivre un peu plus ces personnages et tout. On reste sur un équilibre. Mais encore une fois, sur mon expérience propre, c'est vraiment là où j'ai pris le plus de plaisir, c'est d'avoir des personnages féminins qui sont un peu plus forts, un peu plus développés que ce qu'on a un tout petit peu d'habitude et tout. C'est vraiment un vrai plaisir de scénariste, de briser certains stéréotypes et de jouer de l'inversion. Qui n'arrive pas souvent et qui commence à venir de plus en plus. Et ça, c'est quand même un bon plaisir, quoi. Merci. Alors Thomas, je te laisse prendre le micro. De même, ça va être ma question, c'est on a parlé de contexte, de cahier des charges, de représentation, des personnages, de leur création. Tu es amené à les mettre en scène. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi sur un des sujets que tu avais évoqué, c'était de casser les mécanismes mentaux, réflexes. Et c'était quelque chose, si tu veux bien nous en parler un petit peu, parce que c'est vrai que quand tu mets en scène et que avec ton public en tête, voilà, c'est un casse-tête parfois. Oui. Je vais, pour illustrer ce que tu dis, je vais faire peut-être un petit peu de sociologie à deux balles. Enfin, Mélanie est à côté de toi et elle veille. Pour ensuite vous montrer comment on peut détourner ces choses-là. Moi, en tant que réalisateur, mon boulot, c'est de raconter les histoires. Et si les gens viennent pour écouter les histoires qu'on a envie de raconter, c'est parce que je pense que les gens ont envie de vivre de nouvelles choses, ils ont envie de se mettre à la place de personnages pour découvrir de nouvelles vies, de choses que eux-mêmes ne pourraient pas vivre. Donc on a une espèce en tant que storyteller, on a une espèce à mon sens, de mission d'universalité, en fait. Il faut qu'on touche les gens et il faut qu'on délivre un message qui peut être le compréhensible par le plus grand nombre.
Et à ce niveau-là, c'est là où les notions d'archétype et de stéréotype prennent tout leur sens. L'archétype, c'est, comme disait Maya, c'est quelque chose, c'est une espèce de vision universelle et objectif d'un groupe humain, quelque chose qu'on partage tous. Là où le stéréotype, c'est un groupe qui en juge un autre, quelque part. Donc l'archétype, c'est quelque chose qui finalement nous réunit, là où le stéréotype est quelque chose qui nous divise. Or, quand on s'adresse à des enfants, il faut faire très attention, quand on crée des personnages, de savoir de quel côté on fait pencher la balance. Est-ce que le personnage qu'on crée, est-ce qu'on le fait pencher du côté de l'archétype ou est-ce qu'on le fait pencher plutôt du côté du stéréotype? Tous les stéréotypes sont pas mauvais par essence, hein, c'est vraiment une question de curseur. On se rend compte qu'en fait, là, le mot-clé là-dedans, c'est l'empathie. Très très jeune, les enfants, c'est même dès la naissance, on naît avec un mécanisme qui est hérité de milliers d'années d'évolution. Comme nous sommes des animaux sociaux, nous avons tendance à, quand on voit quelqu'un que l'on considère comme étant notre semblable souffrir, dans notre cerveau, ce sont exactement les mêmes mécanismes du cerveau les mêmes mécanismes qui se mettent en œuvre. Si vous voyez un ami, un proche, quelqu'un de la famille souffrir, dans votre cerveau, c'est aussi des mécanismes de souffrance qui se mettent en marche. Mais à l'inverse, si vous voyez quelqu'un souffrir, si vous voyez quelqu'un que vous n'identifiez pas comme appartenant à votre groupe souffrir, là c'est autre chose qui se met en marche. Ce sont les mécanismes de la récompense. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui n'appartient pas à votre groupe souffrir, et ben ça vous allez ça va vous procurer de la joie. C'est le mécanisme de la Schadenfreude, je crois, on appelle ça comme ça. C'est prendre du plaisir à voir quelqu'un d'autre prendre plaisir à voir quelqu'un d'autre souffrir. Excusez-moi, c'est un peu long, c'est un peu... Je veille. Je vais pas tarder à t'interrompre. Et qu'est-ce qui est en jeu ici? Le but du jeu, je pense, pour nous, notre responsabilité en tant qu'artiste, que ce soit en tant que scénariste ou en tant que réalisateur, c'est de créer des histoires où on réunit le plus grand nombre. C'est-à-dire que notre mission, c'est d'arriver à faire en sorte, quand on s'adresse aux enfants, de créer des histoires dans lesquelles on montre, on aide les enfants à agréger le plus possible de monde à leur groupe. Ne pas les couper, ne pas faire en sorte que l'enfant identifie cette personne-là n'appartient pas à mon groupe, cette personne-là y appartient. Alors, c'est donc raconter une histoire la plus universelle possible pour que son groupe s'élargisse. Et donc c'est là où la notion d'archétype et de stéréotype est intéressante. Et donc il ne faut pas utiliser les stéréotypes parce que dans ce cas-là, tu divises et tu ostracises. Tu éloignes l'adhésion. Voilà. Mais alors, je voulais lancer deux sujets et après, il y a un moment où je vais arrêter de donner la parole et on va se disputer les micros. Il y a deux sujets que j'avais notés aussi qui m'intéressaient beaucoup. C'est d'une part, le stéréotype est renforcé par l'environnement dans lequel il est incarné. Par exemple, on met une femme dans un commissariat. Bon, voilà, on ne sait pas la même chose que si on met une femme dans un grand magasin. C'est une chose. Alors, je voulais qu'on réagisse là-dessus. Et puis, il y avait un autre sujet où je trouvais aussi intéressant qui avait été évoqué, c'est que quand on a moins de 8 ans, on est plutôt sur des valeurs partagées. Et on s'en fout un peu de qui incarne ce qu'on a envie de voir raconter dans l'histoire. Alors que quand on a plus de 8 ans, eh bien, on commence à avoir des valeurs sexuées. Et là, on a besoin de modèles. Et là, on est dans une autre situation au niveau du récit et de la narration. Alors, je ne sais pas, Mélanie, si tu veux prendre le relais. Peut-être pour nuancer légèrement la frontière des 8 ans par les travaux sociologiques, en fait, j'ai envie de dire, malheureusement, la séparation entre les genres, elle se fait très tôt. Dès l'âge de 3 ans, on se rend compte que les enfants sont capables d'identifier les caractéristiques stéréotypiquement dévolues à chaque genre. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à comprendre que le pompier, potentiellement, serait une catégorie socio-professionnelle plutôt masculine.
Donc ça se fait vraiment très tôt, et il y a beaucoup de sociologues qui se sont rendus dans les cours d'école et qui ont observé cette séparation rapide finalement entre enfants. Donc ça me permet aussi de faire le lien entre représentation sociale médiatique, représentation médiatique, et la société dans son ensemble. Nous, ce qu'on constate, les sociologues, c'est qu'il y a un rapport de double influence en fait entre les médias et la société, que les médias ne sont pas déconnectés de la société dans laquelle ils émergent, mais ils subissent aussi finalement l'influence d'un sexisme ou d'un racisme, d'une homophobie qui sont déjà présents dans la société dans laquelle ils émergent. Donc ça, moi je trouve ça intéressant. Et puis peut-être pour revenir sur ce que disait Thomas sur le fait qu'un stéréotype n'est pas mauvais par essence. En fait, c'est la représentation qu'il y a derrière le stéréotype qui n'est pas mauvaise par essence. Alors je pense à peut-être un personnage, moi, que j'ai pas mal critiqué dans mon ouvrage, c'était celui de Maman Ours, par exemple. Bon, Maman Ours, très tradit, en fait, en soi, me pose pas de problème. Le modèle de la femme au foyer, qu'on va associer à la robe à pois, au tablier, qu'on voit tout le temps en train de faire les tâches ménagères, la cuisine, qui a la charge aussi des enfants. Je pense qu'il y a plein de femmes aujourd'hui, il y en a eu avant aussi, qui s'épanouissent dans ce rôle de femme au foyer. Le problème, c'est quand ce modèle devient un stéréotype, justement, et qu'il est le seul proposé, et qu'il est aussi en décalage par rapport à tout un tas de positions sociales qui sont occupées aujourd'hui par les femmes. Et donc c'est ça aussi, peut-être, pour compléter, qui fait problème, c'est le décalage qui est observable en fait entre les représentations proposées à l'écran et le monde réel. Alors, on ne va pas oublier évidemment le licensing. Alors, on n'a pas une représentation spécifique du licensing ici autour de la table, mais on compte beaucoup sur certaines questions. Est-ce que le licensing n'est pas éventuellement un accélérateur aussi, ou un élément qui fige, on ne va pas le diaboliser, mais un élément qui fige aussi les stéréotypes à un instant T et sur certaines séries? Je ne sais pas si Stéphanie ou qui veut prendre la parole. Oui, c'est sûr que tous les constructeurs et vendeurs de jouets ont une influence, et on le voit dans les magasins de jouets où c'est très clivé. Il y a le rayon garçon, le rayon fille, rose et bleu, tout est très séparé. Alors c'est vrai que les enfants, lorsqu'ils sont petits, les petites filles veulent porter des robes de princesse, et parce que justement elles n'ont pas encore intégré leur genre, ça vient vers 5 ans à peu près, et donc avant ça, elles ont tellement peur de ne pas être fixées dans leur identité que du coup, il faut du rose à tout prix pour les petites filles, et les garçons, surtout pas des trucs de filles. Après, leur identité et leur genre va se stabiliser, et donc du coup, ça va être... ils vont un petit peu évoluer différemment, même s'il y a des clivages dans des cours de récré. Mais c'est vrai que les jouets et la société en général influencent beaucoup les enfants. D'une part les parents, la culture, l'école aussi, les institutrices aussi ont beaucoup d'influence sur le développement et de l'identité des petites filles et des petits garçons, et les jouets, bah oui, les licences Hello Kitty et autres ont beaucoup d'influence. Pardon, vas-y Nathalie, je t'en prie. Il y avait quand j'ai commencé un peu à regarder ce qui se faisait en matière de jeux vidéo aussi pour les petites filles par rapport aux garçons, et c'est un truc, les jeux vidéo c'est assez symptomatique de l'animation, parce que ça propose en fait des univers d'exploration. Donc on voit aujourd'hui les jouets, c'était beaucoup des jouets physiques quand on était petit, et maintenant les enfants c'est de plus en plus des jouets digitaux, donc ils sont de moins en moins finalement dans la reproduction physique, ils sont dans le jeu, mais qui est aussi une sorte de reproduction par la proposition d'un imaginaire. Et moi, c'est ça que je trouve un peu... il y a une opportunité là. C'est-à-dire que nous, on a une opportunité de proposer d'autres modèles de jeu, parce que les choses évoluent, y compris dans les jouets physiques, les Lego, voilà, il y a des Lego filles, il y a des arbalètes filles de chez... donc après, ça reste aussi des stéréotypes parfois de garçons qu'on va imposer aux filles, parce que finalement, elles vont se battre comme des garçons. Est-ce que c'est ça une évolution ou pas? J'en sais rien. Mais il y a une opportunité qu'on peut prendre parce que dans ce qui est proposé, je pense, aux petites filles dans les séries animées, comme dans les jeux vidéo, on peut aussi aller titiller l'imaginaire. Et moi, il y a un truc qui me sidère quand je regarde les jeux vidéo pour filles, j'en ai acheté pour mes filles, c'est
c'était souvent des Léa Passion vétérinaire, Léa Passion infirmière, Léa Passion voilà. Médecin, c'est un peu le summum, hein, voilà, c'est une fois qu'on est médecin chirurgien, voilà. Et surtout c'est des trucs c'est souvent chiant, quoi. C'est-à-dire que les jeux vidéo pour petites filles, c'est habille-toi, tu as une belle tenue, tu vas gagner des points, tu vas aller rencontrer le prince. Enfin, c'est horriblement inintéressant. Alors que les garçons, il y a des trucs qui sont super, qui sont proposés, c'est on va aller trouver des trésors, on va aller débloquer des passages, mais qui intéressent à fond les petites filles. Enfin, ce serait une bêtise de penser que les filles ne sont pas intéressées par les chasses au trésor, des circuits incroyables de découverte. Et je trouve que même dans les séries dites d'action, et c'est vrai que Miraculous pour moi c'est un bon exemple, c'est qu'on peut proposer des trucs aux filles qui sont en fait super passionnants. Et ce qui me... Et on voit comment les jeux vidéo finalement, alors ça évolue, hein, mais on proposait beaucoup de choses répétitives. Est-ce que parce qu'on est... C'est un peu dur ce que je veux dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train... Est-ce qu'on n'a pas dressé les filles finalement à répondre à un certain modèle? Il fallait s'habiller, il fallait réussir à faire une recette. D'ailleurs, c'est très intéressant pour les garçons aussi, hein. Il y a des choses dans le stylisme ou dans la recette, on peut aussi faire évoluer ces stéréotypes dans ce côté-là. Mais moi, l'aspect imaginaire, découvrir des trucs, la curiosité est aussi un des trucs que je trouve formidable dans certaines séries aujourd'hui, c'est la curiosité scientifique qui est enfin offerte aux filles. Ça aussi, ça fait partie des inégalités, la difficulté pour les filles d'accéder à des carrières scientifiques, alors que c'est quand même super intéressant. Et je trouve qu'on a tendance, y compris dans nos sociétés, surtout beaucoup en France, hein, à dire aux filles dès l'école, oh là là, attends, S, non mais laisse tomber, fais L, t'es bonne en langue, t'es vachement bonne en communication et tout, tu sais parler aux gens, fais L, quoi. Moi je sais que c'est des choses, il faut vraiment se battre pour que les filles puissent accéder à ces carrières-là, parce que c'est des carrières qui développent l'imagination, qui développent un intérêt pour la découverte, et je pense que les filles sont super bonnes là-dedans, parce qu'elles amènent aussi de l'intuition par rapport à un esprit totalement rationnel. Voilà, c'est peut-être un stéréotype ce que je dis également, mais c'est pas grave, j'assume. Voilà, donc c'est un peu en vrac, mais... Ne t'inquiète pas, le vrac, c'est voilà, du chaos né plein de choses. Mais c'est pas le chaos en plus, pas encore. Guillaume, j'avais envie de te poser aussi la question par rapport à voilà, on a des femmes dans des rôles subalternes, dans les scripts, dans ce qu'on voit, etc. On a des femmes qui sont assignées à des espaces domestiques. On a la valorisation du féminin passe souvent aussi par un masculin idiot, comme faire valoir. Voilà, est-ce que quand tu te mets à écrire, est-ce que voilà, les catégories avec quoi je fais valoir quoi, ou comment tu organises quelque part la valorisation de certains personnages, voilà, tout à l'heure tu avais l'air de dire plutôt que c'était affectif, que tu te lançais et puis finalement tu ne pensais pas. Est-ce que c'est après que tu y penses et que éventuellement tu organises un peu les angles et les aspérités? Eh bien, plein de choses en fait. En étant scénariste, je suis en même temps créateur et aussi quelque part mercenaire. Je veux dire, moi l'écriture me fait bouffer, comme tous les scénaristes qui sont ici et comme tout le monde d'ailleurs par rapport à son boulot. Après, on a des convictions et ça c'est autre chose. Par rapport à des stéréotypes où il y a des séries où on me propose des trucs, j'écris aussi ce qui m'est demandé en tâchant d'apporter ce que je peux apporter de mieux. Certaines séries sont parfois tellement fermées, bouclées, avec un cahier des charges qui est issu d'années de machin, qui fait que c'est des stéréotypes autant masculins d'ailleurs que féminins. On fait avec. Dès qu'il y a des brèches et que dès qu'il y a des diffuseurs qui sont réceptifs, parce qu'après c'est les diffuseurs qui à la fin de la chaîne disent oui et donnent aussi le là du contenu qu'ils veulent, là on peut rentrer dans des trucs et puis essayer effectivement de changer du personnage, du faire valoir complètement idiot qui permet d'avoir un personnage qui fait ceci, cela. Et encore une fois, c'est un truc super dur.
là, sur mon expérience personnelle, sur à peu près 300 épisodes écrits, l'expérience évidemment récente qu'il y a eu sur les grandes vacances, c'était du pain béni à écrire, parce que là, on avait des personnages... on avait une petite inversion qui était légère. On avait ce cadre historique qui fait que bon, c'est la guerre, etc., etc. On reste chez les grands-parents et tout. Et là, on avait quand même une certaine carte blanche, ça c'est clair dans l'écriture, qui nous a permis de faire en sous-texte, avec beaucoup de plaisir, des personnages féminins qui étaient vraiment dans le décisionnel, et des personnages masculins qui, derrière, étaient un peu, toujours un petit temps de retard, ou à suivre et tout. Somme toute, c'était aussi la réalité de cette période. Au-delà du fait que les gamins étaient complètement libres, et là, on casse aussi un stéréotype, c'est le stéréotype de attention, faut pas reproduire, faut pas faire ceci. Donc les enfants, ils sont tous sages, dès qu'ils font du vélo, ils ont un casque, etc., qui devient un stéréotype du dessin animé par les codes et les contraintes qu'on a. Mais là, sur les grandes vacances, on avait des personnages féminins qui étaient vraiment décisionnaires, que ce soit Colette, Muguette, Jeanne et tout ça, et les mecs sont un peu derrière, ce qui, dans un contexte de guerre, de machin historique, où on a toujours un peu l'habitude de se dire bon bah voilà, ça va être les gars qui vont être avec les flingues, et puis les nanas qui vont rester un peu derrière, classique et tout. Là, on a pu écrire ce qui est quand même chose très proche de la réalité, et ce qui a donné aussi le succès et le rapport qu'il y a eu avec cette série, qui est aussi un prototype, un truc très unique en son genre. C'est que garçons, filles, tout le monde s'y retrouvait dans un truc, même familial, tout le monde se retrouvait et trouvait de quoi prendre sur les personnages. On avait un truc choral, et du garçon, de la fille, de l'adulte et tout, et ça donnait un tout. Et là, c'était quand même quelque chose d'assez intéressant, en tout cas à écrire, mais ça donnait quelque chose d'intéressant pour casser un tout petit peu ce truc d'un récit guerrier ou historique. Et là, on avait des personnages féminins qui étaient en avant, sans pour autant être, voilà, on racontait pas les trucs des Amazones et compagnie, ni Hélène de Troie, quoi. On était vraiment dans un truc ancré dans une réalité, et cette réalité renvoyait, c'est les années 40, ok, mais renvoie une image aussi de ce qui est maintenant, de ce qui se passe dans la cour de récré, et où du coup, vu que série historique, feuilletonnante et tout, on retrouvait, le public a retrouvé de quoi prendre et tout, et ça, c'était pas du tout genré, et que ce soit chez les filles, chez les garçons. Et du coup, c'était un plaisir d'avoir cette carte blanche pour mettre le paquet sur les personnages féminins, comme ça se passait aussi vraiment historiquement à l'époque, quoi. Merci. Alors, je pense que je suis tentée aussi de faire une petite parenthèse sur la porosité avec la vie réelle, parce qu'effectivement, l'animation, c'est un peu une bulle, c'est un monde à part, etc. Et pardon, c'est vrai que les enfants, dans la vie réelle, sont aussi vraiment confrontés à beaucoup de stéréotypes, et donc on les balade finalement, mais au sens positif, entre le stéréotype proposé, encore une fois, bon ou mauvais, mais en animation, c'est pas le diable, dans l'animation, dans la bulle de l'animation, et puis ce qu'ils reçoivent dans la vraie vie. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a envie de s'emparer de ce sujet ? Peut-être très rapidement, et puis après je passerai peut-être la parole à Thomas qui n'a pas parlé depuis longtemps, sur le rapport entre réalité et imaginaire médiatique. Moi j'ai été frappée en me baladant au parc Montreux à Montreuil l'autre jour, de voir par exemple que toutes les petites filles étaient habillées en rose ou en prune. Il n'y avait pas une autre couleur envisageable pour les filles, et donc incidemment, quand on va faire une recherche graphique pour les personnages d'une série avec des petits héros ou héroïnes à destination des publics préscolaires, on va peut-être être tenté, j'imagine, de récupérer toutes ces couleurs que les personnes croisent dans leur vie réelle. Mais l'animation, il ne faut pas oublier aussi qu'elle a toujours entretenu des liens très étroits avec l'utopie, avec la volonté de s'affranchir des frontières et des limitations du réel. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai perçu comme tel, par exemple, dans les grandes vacances aussi, cette série qui nous transpose dans l'histoire, et qui finalement, tout en s'affranchissant des frontières du réel, en établissant un certain nombre de transgressions aussi par rapport à ce que les enfants ont normalement le droit de faire, renvoyait une impression de réalité très forte. En tout cas, moi,
par rapport à ma propre expérience vécue, c'est vrai que j'étais contente de voir des enfants grimper aux arbres sans casque et sans genouillère. Tu disais aussi que, si je me rappelle bien, qu'il y avait aussi une définition presque biologique du rose et du bleu. Je me rappelle que tu as évoqué le fait que c'est pas forcément un choix de goût, c'est aussi un choix. L'un d'entre vous avait parlé de ça. De c'était Thomas, je crois. Thomas, moi, à toi. Selon moi, ça serait plutôt un argument marketing. Je provoque. De fonder ça biologiquement. Mais non, mais il y a des études ont été faites sur vous savez que dans l'œil, nous avons des récepteurs de lumière. Nous avons, il me semble, trois récepteurs pour recevoir la lumière. Les chiens, les chats en ont 2 et les oiseaux en ont 4, ce qui leur permet de voir des ultraviolets aux infrarouges que nous ne sommes pas capables de faire. Il s'avère que, apparemment, biologiquement, quand les filles, les petites filles perçoivent mieux les infrarouges que les garçons, alors que les garçons percevraient plus vers les ultraviolets. Voilà. Peut-être pour. Non, les questions après. Juste les réactions après. Des études qui ont été faites là-dessus. Bien sûr, après, tout ça s'affine et ça se rééquilibre en fait. Voilà, j'espère qu'il y a des scientifiques dans la salle, mais gardez vos questions pour tout à l'heure. Pour réagir sur ça, il y a plein de choses de la sorte sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu passer, justement, on m'invitait à voir si je percevais toutes les couleurs. Je me suis rendu compte que je percevais absolument pas les différentes nuances de rose. Donc, bon. On n'a pas le temps de les percevoir parce que les montages sont trop rapides. Il doit y avoir quelque chose qui cloche biologiquement chez moi, manifestement. Alors justement, on parle de... Pardon. Je sais pas si on va dans les tribus somaliennes, est-ce que les petites filles... je sais pas, je suis assez étonnée par ça parce que je pense que c'est très culturel et c'est culturel en plus récent. Dire que je pense pas qu'au 19e siècle, début du siècle, on habillait forcément... Déjà, les petits garçons étaient habillés comme des filles. Moi, j'ai des photos de mon grand-père, ou de mes arrière-grands-parents. Les petits garçons, ils étaient fringués comme des filles, ils avaient des cheveux longs et tout, donc ils n'étaient pas spécialement en rose. Souvent, c'était en blanc. Moi, je pense que c'est quelque chose de très récent et qui, quelque part, nous vient pas mal des États-Unis, un peu comme le rouge avec Noël. Merci Coca-Cola. Et c'est des codes qu'on a acquis par porosité internationale, quoi. Mais je suis pas sûre que c'est un héritage très ancien, cette histoire de rose et de bleu. Moi, une des questions un peu plus fondamentales que est-ce qu'il faudrait mettre d'autres couleurs et tout ça, pour moi, une des questions à se poser quand on parle d'un personnage, c'est quoi son objectif en tant que personnage. Alors, c'est beaucoup plus facile dans du long métrage, parce que dans un long métrage, un personnage, il a une trajectoire. Donc, quand on parlait avec Maya un peu de ce sujet, moi, ce qui m'avait vraiment étonnée, quand on parle de dessin animé, c'est la trajectoire des personnages de Disney, les personnages féminins. Moi, j'ai grandi avec, évidemment, les personnages de Disney, de princesses, de machin, et l'objectif de ces personnages, quand on regarde de Blanche-Neige à Belle, de La Belle et la Bête à peu près, enfin, Belle, elle est différente, mais une grosse partie des objectifs, c'est quand même de se marier. Et le bonheur pour une femme, à l'époque, quand on parle de Blanche-Neige 1937 ou Cendrillon et tout ça, c'était de se sortir de sa condition et de se marier. C'était la félicité, c'était de se marier, de faire des enfants. Qu'est-ce qu'on est heureux quand on a un foyer, des enfants, un mari, enfin voilà. Et ce qui m'a étonnée, c'est récemment, on voit cette évolution dans les personnages de Disney, un peu avec La Belle et la Bête, parce que la Belle, elle est intello, et du coup, bon, elle se marie, mais elle se marie quand même avec un type... il fait pas très envie au début, mais il faut quand même qu'elle se marie parce qu'on reste dans un conte. Et c'était aussi la fonction du conte que Disney a repris. Mais quand on regarde les transpositions sur des choses qui sont pas forcément des contes, comme Rebelle ou La Reine des Neiges, moi, ce qui m'a vachement intéressée dans La Reine des Neiges, c'est qu'elle n'est pas mariée, elle n'est pas princesse, elle est reine. Et en fait, elle n'a pas de mari, mais elle s'en porte très très bien, quoi. Et le fait de dire comme objectif maintenant d'un personnage, alors c'est plus facile encore une fois dans un dessin animé que dans une série, c'est finalement de se réaliser en tant que reine dans son statut et pas par la recherche du prince charmant. Pour moi, c'est une vraie évolution et qui m'a... Et en tout cas, en long métrage. En série, on a moins ce problème puisque elle va pas se marier à chaque épisode, sinon c'est
à polygamie, enfin polyandrie plutôt. Donc, mais de réfléchir en tant que construction du personnage, c'est quoi l'objectif de ce personnage-là? Donc quand on parlait d'imagination, quand on parlait de qu'est-ce qu'elle veut, c'est quoi ses mobiles, je pense que ça peut nous aider à lutter contre certains stéréotypes parce qu'elle veut pas forcément un truc qui serait l'idéal pour une femme vue dans un monde masculin, quoi. Elle a peut-être des envies à elle a peut-être envie des trucs dingues, de se créer un empire, d'aller envahir un autre pays, ou tout simplement de se marier avec ses copains, ou découvrir des trucs étonnants et de faire des inventions. C'est, je pense, une des questions qu'on doit se poser en termes de création de personnages et qui peut nous permettre d'aller un peu contre les premiers trucs auxquels on aurait pensé, parce qu'on est tous influencés par les contes de fées, par ce qu'on a vu quand on était petite, et qui n'est pas à renier. Franchement, le bonheur familial, conjugal et d'avoir des enfants, c'est pas forcément que nul, ça peut être très bien aussi, mais c'est une des composantes d'un individu, c'est pas forcément le but de la vie de tout le monde, quoi. Voilà. Merci. Non, c'est vrai que je suis assez d'accord avec Nathalie. Je trouve qu'on a un moment de bascule en fait dans la représentation du masculin et du féminin, ce qui est une bonne chose. Et je trouve qu'effectivement, que dans le milieu artistique et dans les représentations médiatiques, il y a beaucoup de mieux. Et je pense même qu'on est un peu en avance et qu'en fait le point de tension, il n'est pas tant chez nous là qui sommes ici dans cette salle. Le point de tension, il est entre ce que nous, par exemple, on raconte et ce que les gamins perçoivent dans les signaux de la vie réelle. Par exemple, ce qu'on fait avec Miraculous, avec TF1, nous on essaie vraiment de faire une série mixte qui appelle autant, qui plaît autant aux filles qu'aux garçons. Mais l'un des problèmes qu'on a, puisque derrière il faut bien que le producteur se gagne un peu d'argent en vendant des produits dérivés, l'un des problèmes qu'on a rencontrés, c'est dans quel rayon on le range quand on fait des jouets. On le range dans le rayon des garçons, on le range dans le rayon des filles. Et donc en fait, on se retrouve avec on offre aux gamins des signaux complètement contradictoires, avec une série qui essaye vraiment de casser ces trucs-là, et en même temps dans la vie réelle. Et je pense que là, c'est un effet insidieux du capitalisme. On raconte exactement le contraire. Et pour des raisons toutes bêtes. C'est juste que, voilà, une mousse à raser qu'on vend à un homme et une mousse à raser qu'on vend pour les femmes, les femmes, elles l'achètent à 10 € plus cher. Hein, non, non, je vais dire les rasoirs, ou tu vois, il y a plein d'objets comme ça qui avant étaient relativement unisexes, et on s'aperçoit qu'en fait de plus en plus de produits sont genrés, tout simplement parce que ça permet de les vendre plus cher. Et voilà, je pense que la vraie tension, elle est là. Je trouve que dans le milieu artistique, on a fait beaucoup de progrès, on s'est vraiment bien décrassé à ce niveau-là. Par contre, je trouve que dans la vie réelle, là, par contre, je trouve qu'il y a une certaine régression. Miraculous, c'est considéré comme quoi? Alors, comme une série fille, une série garçon, par rapport au merchandising? Ça, c'est une vraie question. Le choix, quelque part, c'est pas nous qui avons pu faire ce choix, c'est que le producteur après va chercher des partenaires. Nous avons eu Bandai qui est rentré dans la boucle pour s'occuper de tout ça. Et eux, très clairement, s'ils ont pris la série, c'est parce qu'ils voulaient que la tête de gondole soit le personnage féminin. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage, puisque dans la série, il y a je pense qu'il y avait une autre façon de parler de cette série, plutôt que de s'attacher sur le personnage féminin en tant que tel. C'est-à-dire qu'il y a des jouets d'action, c'est quoi en fait? Alors c'est là où c'est intéressant, c'est que je vous disais qu'il y avait une espèce de régression, mais en même temps il y a peut-être des choses qui peuvent évoluer. C'est-à-dire que effectivement, du coup, la série a été rangée du côté fille. Donc avec tout l'espèce de bordel, avec les poupées dont qu'il faut habiller, il faut leur coiffer les cheveux, etc., etc. Mais ils ont décidé à côté de sortir après avoir vu la série, hein, pas avant, c'était pas dans leur premier line-up de produits. Après, ils ont décidé de faire un line-up d'action figures, ce qui ne se fait pas pour les filles normalement. Donc là, ils ont du coup, oui, il y a Ladybug qui est en figurine d'action, et il y a aussi du coup Chat Noir en figurine d'action, et aussi en poupée, ce qui ne devait pas être le cas à la base. Donc en fait, ils se sont rendus compte que, tiens, il y a peut-être, finalement, ils sentent qu'il y a quelque chose derrière. Donc c'est intéressant. Faut voir après dans les faits comment ça va se traduire dans les ventes,
voir si ça va nous donner si ça va se concrétiser dans le réel, s'il y a une vraie évolution ou pas. Stéphanie, tu es intervenue sur Miraculous? Oui, j'ai... Comment Oui. es-tu intervenue? On a pas mal travaillé avec Muriel d'une part au tout début sur l'apparence physique déjà de Ladybug et sur ses formes, puisque c'est une jeune fille adolescente, mais qui était un peu au départ un peu trop formée, puisque nous on s'adresse à des enfants de 4-10 ans, et donc pour que les enfants puissent s'identifier, il faut quand même que les jeunes filles qu'elles voient à la télé leur ressemblent un petit peu, et mettre des formes un peu trop voluptueuses c'est toujours gênant. Donc il a fallu un peu retoucher toutes ces formes. Et puis, bon, voilà, c'était... c'est une héroïne, hein, il faut bien qu'elle escalade la Tour Eiffel, donc il faut bien qu'elle soit un peu musclée. Mais surtout là-dessus, après, on a travaillé un peu plus aussi sur la violence qui est en dehors du stéréotype et des moments qui pouvaient être plus angoissants pour les enfants. Mais c'est vrai que c'était essentiellement sur le personnage de Ladybug. Après, sur d'autres séries, effectivement, on travaille sur l'apparence physique, sur le fait qu'un personnage féminin ne soit pas trop stéréotypé et aussi n'est pas... Tu penses aux voix, à l'attitude, par exemple, etc., oui. pour à travers voilà, les fameuses représentations soit pas trop fifi, trop... ou accablé de stéréotypes. On a eu le cas sur Miss Moon d'une jeune fille qui était de couleur noire, qui était grosse, trop maquillée, et c'était trop pour un seul personnage. Donc on essaie de faire attention à tout ce qui se joue, sur tous les stéréotypes. Alors après, il peut y avoir des personnages stéréotypés, à condition qu'il y ait de l'humour et qu'il y ait justement un autre personnage, on en parlait tout à l'heure, qui fasse contrepoids et qui permettent de prendre du recul et d'en rigoler. Alors, j'aimerais qu'on dise un petit mot aussi sur l'international, parce qu'on est sur des représentations dans nos univers quotidiens, en France par exemple, mais je pense que c'est intéressant quand on a des personnages qui voyagent autant qu'en animation. C'est assez rare quand même des contenus qui voyagent autant, c'est de garder un personnage authentique, sincère, etc., mais qui puisse aussi toucher d'autres populations, d'autres audiences et d'autres stéréotypes en rapport aux archétypes auxquels ils se confrontent. Donc là aussi, est-ce que les uns et les autres, vous travaillez avec ça en tête, ou est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous appliquez une grille d'analyse, je dirais, postérieure à l'élan de création? C'est vrai que le Miraculous, c'est une série qui s'est très bien exportée, et grâce aux réseaux sociaux, on peut voir en direct les réactions des gens qui regardent la série. Et que ce soit dans tous les pays du monde, donc en Asie, au Moyen-Orient, aux États-Unis, un petit peu partout. Et pour illustrer ce que dit Maya, je vais juste vous raconter une scène, moi, que j'avais pas trop compris en fait. Il y a dans une des histoires, donc Marinette, l'héroïne, accueille chez elle le garçon dont elle est amoureuse, Adrien, pour jouer aux jeux vidéo, parce qu'en fait, il participe à un concours. Voilà. Donc les parents accueillent le garçon et ils vont dans la chambre de Marinette pour jouer aux jeux vidéo. Voilà. Et puis ils discutent et ils s'entraînent et voilà. Et là, ça a été l'avalanche de réactions sur les réseaux sociaux où tout le monde disait « Ah mais c'est bon, ça y est, ils sortent ensemble !» Et là, je comprenais pas du tout. Mais alors pas du tout. Et du coup, j'ai commencé à en discuter avec tous ces fans, hein, qui étaient souvent soit des adolescents de 12-13 ans ou alors des jeunes adultes. Et donc je leur posais des questions parce que je comprenais pas. Je leur disais, ben non, ils sont juste amis, là ils sont ensemble pour jouer aux jeux vidéo et tout. Et ils me répondaient, mais non, ils sortent ensemble, regardez. Enfin, le garçon, il est venu dans la chambre de la fille, donc ils sortent ensemble. Et c'est là où en fait j'ai réalisé que sans qu'on s'en rende compte, en fait, on a fait un truc très français, c'est-à-dire que ça pour nous c'est très naturel. Le garçon peut venir dans la maison de la fille, rencontrer les parents et puis faire tout ça. Sauf qu'en fait, dans les 3/4 des pays du globe, ça se passe pas comme ça. Le garçon, il rentre même pas dans la maison. Même aux États-Unis, enfin, je veux dire, le garçon, quand il vient voir la fille,
il attend sur le pas de la porte, il arrive en voiture, et le papa, il l'accueille avec le fusil à pompe, et lui dit, tu me la ramènes à 10h, sinon, poum poum, quoi. Et donc pour tous les gens qui ont vu ce truc-là, ils se sont juste dit, mais ça y est, c'est la folie, ils sortent ensemble. Et en plus, on avait les parents qui, pendant que les deux gamins sont en train de jouer aux jeux vidéo, dans la chambre de la gamine est dans les combles, et donc en fait il y a une trappe, et les parents de temps en temps ils regardaient comme ça, ou alors ils apportaient des gâteaux, genre vous voulez pas un truc, juste parce qu'ils étaient contents de voir les deux ensemble. Et ça c'est pareil, c'est un truc impensable en fait, complètement impensable, de voir des parents qui quelque part sont contents de ça, et qui limite vont favoriser ça, ils sont pas contre. Et c'est là où je me dis, ouais non, c'est vrai que finalement on a quand même beaucoup de chance en France là-dessus, on est quand même très très libre. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui a fait le succès de la série, parce que du coup, sans s'en rendre compte, c'est une espèce on est, ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de raconter des choses qui rassemblent au lieu de raconter des choses qui divisent. Là, on avait créé une belle scène justement qui réunit. Et ça a fait du bien à je sais pas combien de millions de gens dans le monde qui ne vivent pas ça au quotidien. Et ça, enfin voilà. Donc, mais quelque part, on l'a pas fait exprès. Vous voyez, voilà, je sais pas quelle conclusion en tirer, mais voilà, je suis content de partager ça avec vous. Culturellement, enfin, par exemple aux États-Unis, on a des reliquats de ce qu'on appelait le code Hays à l'époque, le code de la censure, quoi. Où par exemple dans les films classiques, un homme ne pouvait pas être assis sur un lit avec une femme, cette femme étant allongée sur le lit, sans qu'il y ait au moins une guibole du mec qui touche le sol. Là, c'était fini, c'était pas possible, vous n'avez pas le droit de faire ça, parce que sinon, ça veut dire qu'ils vont forniquer, ça va être la fin de tout. Donc, il faut qu'il y ait au minimum, c'était très codifié, une jambe qui touche le sol, un pied au sol, quoi. Et bon, c'est des trucs, effectivement, donc deux personnages qui se retrouvent, et, effectivement, Marinette et Adrien qui se retrouvent dans la chambre de Marinette, c'est le truc un peu surprenant. Ce qui est dommage, il faudrait que ça arrive un tout petit peu plus souvent, parce que dans la vie, effectivement, comme tu disais, c'est certainement très français, mais c'est ce qui arrive, je veux dire, au quotidien, sans qu'il y ait aucun souci, ni sous-entendu, ni ce qui est une espèce de moralité qui viennent nous dire, mais attention, vous ne pouvez pas le faire. Ça reste encore, quand même, je trouve. En fait, si tu as vu le film Quand Harry rencontre Sally, qui parle de est-ce qu'on peut être amis quand on est un homme et une femme, je pense pas que, enfin, ce film en France, ça n'aurait pas la même saveur, parce qu'en fait, la notion d'amitié entre un homme et une femme, c'est quelque chose qui est totalement banal en France, mais qui l'est pas du tout aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est très compliqué. Enfin, pour avoir vécu moi 2 ans aux États-Unis, et certains d'entre vous ont vécu peut-être là-bas ou connaissent bien la culture américaine, c'est que les codifications entre hommes et femmes, c'est un codex, quoi. C'est-à-dire que, en effet, le fait de rentrer chez une fille, le fait d'inviter une fille à dîner, enfin, moi je m'en suis rendu compte, c'est que si jamais on demande de partager l'addition, comme je fais, c'est-à-dire je voyais le gars se décomposer parce que ça voulait lui dire je veux pas sortir avec toi, en fait. Et c'est quand on n'a pas ces codes, parce que nous, voilà, on va manger avec un copain, on partage, et même si ça peut être un petit ami, on peut partager. Quel est le problème ? En fait, aux États-Unis, non. À partir du moment où le garçon il paye, il paye, et puis après, rouler jeunesse, quoi. Donc c'est des tas de choses qu'il faut que nous, on écrit en fonction de ce qu'on vit et de ce qu'on a vécu, mais on parle des États-Unis, mais parlons aussi d'autres pays, ou des pays du Maghreb, ou pays du Moyen-Orient, où alors là, on est encore sur d'autres codes, et ça devient très compliqué de parler de stéréotypes de façon internationale. Et on se retrouve dans les cahiers des charges. Parce qu'on se dit, on ne peut pas, on a toute la liste des do's and don'ts qui s'étire, et effectivement, c'est difficile de s'en débarrasser pour retrouver la spontanéité dans certains cas. Donc il y a des pays où des séries ne se vendront jamais, et c'est pas grave. C'est pas grave. Exactement, c'est pas grave. Ce que je vous propose, parce que l'heure tourne un petit peu, c'est de prendre des questions de la salle que vous pouvez adresser aux uns et aux autres avant de passer à pas des conclusions, mais quelque part des conclusions temporaires. Est-ce qu'il y a des questions tout à l'heure, quelqu'un... Alors, voilà. OK. Oui. Je ne sais pas si on t'entend, parce que les micros, effectivement, je sais. Oui, on entend.
ou n'existait pas. S'il n'y a pas le mot, ça n'existe pas. Des mots de macho, il n'y a pas un équivalent de macho pour une fille. Machotte. Non, tout à l'heure c'était trop fifi ou trop garçon. Qu'est-ce que ça veut dire trop fifi ou trop garçon? Je pense que c'est d'aller dans le fond, dans un stéréotype. C'est ça, quand on dit c'est trop fifi, c'est trop garçon, c'est la fifi, elle est hyper féminisée. C'est les stéréotypes, c'est la superficialité de l'apparence par rapport à un garçon qui va être dans l'action. Enfin, c'est ce qu'on entend par trop fifi ou trop garçon, c'est d'aller à fond dans une sorte de stéréotype, d'image stéréotypique. Du coup, j'ai une question en parallèle à la Reine des Neiges dont vous parliez, en l'occurrence, en exemple. Pour moi, il faut aussi y avoir un autre point de vue, en l'occurrence, à ce personnage de Reine des Neiges que vous présentiez de façon assez positive, puisque ne cherchant pas à se marier, en l'occurrence, au final, on peut aussi l'interpréter, et là, surtout réagissez en l'occurrence à ce que je veux dire, parce que ça va être assez outrancier, on peut l'imaginer aussi comme un personnage qui doit contrôler ses humeurs, en l'occurrence, ses hormones, puisque c'est sa problématique principale, voilà, et que à la fin du film, le personnage de garçon manqué d'Elsa, en l'occurrence, découvre l'amour un peu par surprise, sans l'avoir absolument cherché, et en l'occurrence... Elle la cherche grave. Dans la chanson avec elle tombe amoureux du premier gars, elle cherche que ça. Elle cherche un fantasme en l'occurrence, alors que ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'à la fin, la position de Elsa, en l'occurrence la Reine des Neiges, a plutôt une position presque matriarcale, en tout cas supérieure, comme si elle était passée au stade de la désexualisation. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant d'être regardé aussi de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'en fait, le personnage jeune est dans cet éveil à la sexualité et va pouvoir pleinement profiter de cet éveil et de cette vie sexuelle, en l'occurrence avec cette rencontre avec ce personnage masculin. Par contre, le personnage qui aura réussi à maîtriser ses humeurs sera intellectuellement placé bien au-dessus et n'aura plus ses préoccupations de l'ordre du sexuel. Et du coup, ma question c'est, quand vous vous adressez à un public de 4 à 10 ans et que justement vous parliez des formes, en l'occurrence, qui doivent être voluptueuses sur un personnage féminin, à quel point est-ce que vous vous inscrivez dans des démarches de produits dérivés, en l'occurrence par rapport à des modèles comme Barbie, qui maintenant sont en train d'être questionnés avec des modèles de Barbie dans différentes morphologies? Est-ce que ce travail-là qui est fait actuellement par les fabricants de jouets, qui paraît opportuniste en l'occurrence, mais une question intéressante sur la représentation du féminin, est-ce qu'il rebondit dans vos interrogations sur la représentation des personnages de l'animation? Est-ce que du coup vous vous autoriseriez des modèles... Non, mais je vais essayer de... J'ai pas compris. C'est interdit des personnages de forme assez voluptueuse pour s'adresser à un public relativement jeune. Le modèle de Barbie est un modèle qui était communément distribué à toutes les jeunes filles, en l'occurrence peut-être certaines d'entre vous ont joué avec. Moi j'ai joué avec, je suis une partie. Grave, je continue. Voilà. Et du coup, qui était hyper sexualisé, en l'occurrence, voilà. Alors, est-ce qu'on s'autorise de sortir de la boîte, en fait, hein? Exactement, parce que ça crée une nouvelle boîte. On a une nouvelle boîte maintenant. Barbie va être déclinée dans plein de déclinaisons, en l'occurrence de différentes morphologies. Est-ce que ça autorise maintenant à jouer sur les modèles féminins? D'accord. Ah, moi, je réponds sur Barbie parce que je suis et après Mélanie sur la Reine des Neiges. Une ex-joueuse de Barbie. Et... En fait, Barbie, ce qui est très intéressant, c'est de savoir comment est née Barbie. Et j'avais animé un panel au MIFA et il y avait une personne de Mattel qui nous rappelait comment est née Barbie. Barbie est née avant les années 50, elle est née dans les années 50, je crois. Et avant, les petites filles jouaient aux poupons, c'est-à-dire qu'elles étaient dans un rôle de mère. Donc il n'y avait que des poupons comme jouets de filles. Et puis donc les créateurs de Barbie se sont rendus compte que leur petite fille, qui s'appelle Barbara, et leur petit garçon qui s'appelait Ken, et Barbara, elle jouait vachement avec les petites poupées de mode, mais qui étaient en 2D, c'est-à-dire qu'elles avaient des formes, etc. Et on mettait les petits habits, etc., les poupées découpées. Et ils se sont dit, tiens, mais on est en train de changer. Et là encore, il y avait un changement. On est en train de passer de la mère à finalement la femme qui s'assume dans son rôle de modeuse. Est-ce que c'était positif, pas positif, le fait de s'acheter des fringues? C'était déjà une évolution par rapport au modèle de la mère nourricière. Donc, on va proposer aux petites filles des poupées qui sont en fait une évolution par rapport au stéréotype de la mère, puisqu'elle va pouvoir s'occuper d'elle. Elle va faire son shopping, Barbie caravane, Barbie piscine et tout ça. Et c'est vrai que c'était Barbie divorcée qui a tous les trucs... On sent la passionnée. Ah, moi j'adore, je suis une grande fan de Barbie. Barbie divorcée, c'est elle qui a tout. Elle a la caravane de Ken, elle a la maison de Ken. Plus la pension alimentaire. Donc... Est-ce que le nouveau modèle de Barbie interroge ces nouveaux modèles, ces représentations, dans la mesure où ils ont été assez réfrénés et très codifiés jusqu'à présent? Est-ce que ça autorise à avoir un peu plus de marge de manœuvre sur la représentation physique, en l'occurrence, qui peut être un modèle fantasmé, puisque Barbie c'est un modèle fantasmé. Les petites filles jouent avec un modèle qui est hyper sexualisé. Ce modèle est re-questionné maintenant sur quelque chose de plus réaliste. Alors, moi, oui. peut être réinterrogé à l'aune, en
Mais le seul truc, moi, qui m'interpelle, c'est que quand les garçons ils jouent à Superman ou à Batman, on leur dit pas attention, tu vas avoir des abdominaux comme ça quand tu vas être grand, quoi. Pourquoi les petites filles, on leur dit tu vas être anorexique parce que tu joues avec Barbie? Je pense qu'une petite fille, même si elle est petite, est assez intelligente pour se dire je joue avec une Barbie qui est un modèle de jeune fille, c'est une poupée, et moi, je suis une petite fille. Enfin, moi, je suis pas anorexique, j'ai joué énormément avec des Barbies, et je pense qu'après, on peut faire évoluer la Barbie, elle évolue, et la pub de Mattel sur la Barbie évolue énormément, puisque c'est Barbie, c'est moi, maintenant je suis Barbie. Barbie, c'est un peu tout ce que je suis au niveau d'un fantasme aussi de métier. Elle est vachement orientée maintenant sur les métiers. Mais je pense qu'il faut pas que les gens s'imaginent de façon réductrice que parce qu'un enfant joue avec un jouet, il veut être ce jouet. Non, il y a une projection, il ne s'identifie pas. Et je pense qu'on peut aimer les Barbies sans devenir anorexique. Enfin... Oui, alors, oui, Mélanie. Peut-être juste... Mais attends, ça a un effet, un retardement, Thomas, les Tortues Ninja. Attends quelques années. Juste compléter sur le modèle de Barbie, c'est vrai que Barbie, elle a endossé beaucoup de rôles progressistes, notamment au niveau des rôles socio-professionnels. Et c'est vrai qu'il ne faut pas supposer qu'il y ait une intériorisation des stéréotypes qui est systématique dans l'enfance parce qu'on joue aux Barbie. Après, ça n'empêche pas de vouloir faire émerger de nouveaux modèles de féminité. Et si on en revient à l'animation, qui est quand même le sujet qui vous intéresse prioritairement et qui, moi, m'intéresse en tant que chercheuse, je pense que c'est intéressant, pour aller à l'encontre des stéréotypes, d'essayer de se demander quel nouveau modèle de féminité on n'a pas exploré. Et à ce titre, la Reine des Neiges me paraît intéressante et très ambivalente, parce qu'en fait, il me semble quand même que là, pour le coup, tu as relevé ce qu'il pouvait y avoir de plus normatif et problématique dans le texte de la Reine des Neiges, mais il y a eu tout un tas d'autres lectures qui se sont développées de la part des fans, et notamment des communautés LGBT, qui ont vu dans Elsa, au niveau comportemental et avec la métaphore du placard et aussi du monstre, avec ses pouvoirs potentiellement dangereux, le fait qu'elle est rejetée, un personnage lesbien, en fait. Donc ça, je trouve intéressant. D'ailleurs, c'est la réalisatrice, je crois, qui l'a dit, une fois qu'un film a été réalisé, produit, il appartient au monde, et les publics peuvent s'en saisir à travers des interprétations tout à fait créatives. Il est vrai qu'Elsa, pour le coup, ressemble un peu à une Barbie et reste plus normative au regard de son apparence physique. C'est d'ailleurs une tendance qu'on constate en ce moment, c'est que finalement, quand on va à l'encontre du stéréotype au niveau comportemental, on a tendance à opérer un rééquilibrage systématique, et donc à faire un néo-stéréotype au niveau de l'apparence physique. Alors évidemment, moi j'aimerais bien qu'on sorte un peu du crypto aussi, c'est-à-dire qu'Elsa soit lesbienne et pas juste crypto-lesbienne. Peut-être dans le prochain Disney. Les choses évoluent, et elles évoluent aux États-Unis, je pense, beaucoup plus vite qu'en France. Enfin, ça évolue en France. On en aussi. parle plus. On en parle plus, mais il y a en effet dans des dessins animés sur Cartoon Network, il y a des personnages qui sont lesbiens ou qui ont adopté un enfant. Enfin, c'est pas... ça va arriver. Enfin, ça va arriver parce qu'il y a aussi des changements dans la société où les enfants aujourd'hui, le mariage pour tous, ils ont vécu ça de façon très très intense, et que maintenant, ils sont confrontés dans les écoles avec des parents qui sont du même sexe et qui ont des enfants qui sont leurs copains. Donc tout ça évolue, et bientôt, j'espère, ça me semble naturel qu'il y aura des couples homosexuels qui sont aussi des parents qu'on voit dans des dessins animés en France. Enfin, ça me semble tellement évident. Voilà. Ça fera plus débat, quoi. Juste pour dire, le jour où on fera un dessin animé avec des lesbiennes ou tout ce que tu veux, c'est encore pas pour demain. Je suis pas si sûre que toi. Franchement, je pense que Muriel, peut-être. Déjà, on a du mal quand même à parler des familles divorcées, des parents divorcés, des familles recomposées dans un dessin animé, alors pour parler des parents homo, je pense que je suis d'accord avec Jean-Luc. On va ramer, hein. Ouais, je pense que c'est assez compliqué parce qu'on parle, quand on parle de famille dans les dessins animés, on parle effectivement de forme de famille monoparentale. Effectivement, c'est compliqué, ça viendra peut-être. Mais l'homoparentalité, c'est vraiment très compliqué parce qu'on touche plus on touche à la famille, certes, mais on touche à l'intime, et on parle de sexualité. Donc du coup, c'est compliqué. Nous, on s'adresse à des petits, 4-10 ans, et on n'oublie jamais qu'il y a les parents derrière.
Donc ça relève du familial, de l'intimité de la famille, libre aux parents d'acheter des livres, d'expliquer aux enfants. Mais en tant que diffuseur, c'est très compliqué pour le moment. Hein. Ça viendra peut-être avec l'évolution de la société, mais aujourd'hui c'est très compliqué de rentrer dans ce genre de scénario. Et, c'est parce qu'on fait du dessin animé pour les enfants. oui. Cartoon Network, quand tu parlais Oui, c'est plus pour des ados. Toi, c'est pas la Ouais. même. Ils les Oui. regardent, les enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants les regardent, ils comprennent pas. Les enfants comprennent pas forcément les codes, mais ils les regardent. Ouais, bien sûr. Mais Ça les fait marrer, et ils se posent pas 50 000 questions. voilà. Sauf que pour l'instant, en France, on a vraiment Oui. une barrière là-dessus. Oui. Et qu'on a besoin d'être. Non, c'est pas une question de cas. Je pense que c'est une question de mentalité qui évolue lentement. Il y a, Ça va venir. il y a aussi la façon de faire passer le personnage ou le fait. Je veux dire, sur la saison 3 de Galactic Football, on a un personnage qui fait partie de l'équipe qui est, je veux dire, qui est clairement homosexuel. Et c'est quelque chose qui n'a posé aucun problème, qui s'est certainement pas vu ou pas, ou clairement en tout, mais qui est là et qui a été identifié. En tout cas, nous, on l'a écrit clairement comme ça. Il y a une équipe aussi, il y a des personnages, et il est totalement intégré dans un espèce de millimélo space opéra, sitcom, totalement mixte, où ce personnage-là, il avait légitimement complètement sa place, et il était là, et le truc n'a posé strictement aucun problème. Après, voilà, c'est encore une fois, là on arrive sur la représentation. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on monte, comment on écrit des personnages, et effectivement, le côté c'est compliqué, parce qu'on va avoir les familles un peu droitières qui vont venir, bah non, attention, en mode Civitas ou Civitas Canada Dry, c'est-à-dire oui, mais non, en fait, non, mais enfin, vous comprenez, oui, bah non. Clairement, ça va être difficile d'arriver sur un truc comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là et ne pas faire le travail là-dessus, quoi. Bah écoute, c'est intéressant que tu mettes en parallèle les deux séries, vu que j'étais sur Mais oui, bien. Puisque j'ai bossé sur les 2 premières saisons de Totally Spies, donc où il a fallu qu'on crée tous les codes, etc., et que je suis aussi à l'origine de Miraculous Ladybug. Le deal était pour tout vous dire, moi on m'a présenté Totally Spies comme étant Charlie's Angel pour les enfants. Et c'est pour ça que j'y suis allé. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas vraiment ça qui était dans l'idée des producteurs. Ils avaient plutôt tendance à vouloir un truc plus clueless. Vous voyez, les films américains un petit peu cono, etc., etc. Et c'est vrai que moi, les premiers scripts que j'ai touchés, j'ai essayé de mettre vraiment de faire du girl empowerment avec Totally Spies. Mais au bout d'un temps, ça devenait tellement des ressuscités de clichés de gonzesses qui aiment le shopping et qui ne parlent que de shopping et de mecs que bon, au bout de 2 saisons, je suis parti. Ça m'intéressait plus en fait. Et quelque part, peut-être aussi que c'est en réaction que j'ai créé Miraculous, puisque moi, c'est vrai que le modèle de la princesse me sort par les yeux complètement. Et donc l'espèce de potiche qui attend le prince charmant et qui ne peut vivre qu'à travers ça, c'est vrai que moi ça m'a toujours gêné, et c'est pour ça que je voulais
créer un personnage vraiment très fort, quoi. Et c'est pour ça qu'en termes de design aussi, tu noteras que c'est pas comme Sailor Moon ou tout ça, elle a la jupe à froufrou, etc. Non, je veux dire, elle a un vrai costume de super-héros tel qu'il est défini dans les canons esthétiques du super-héros, une vraie tenue d'action, etc., etc. Alors, donc, tu disais, est-ce que c'est de l'humour, est-ce qu'on le fait passer par l'humour? Très sincèrement, je me pose encore la question aujourd'hui si vraiment c'était de l'humour de la part de ceux qui écrivaient sur Totally Spies. Alors on va prendre une question. Je sais pas, c'est vraiment une question. Un petit instant, je voudrais reprendre une question au dernier rang. Une question qui essaye d'être posée depuis un petit moment. Oui, enfin bon. Bon, au début, c'était pour rebondir sur d'autres choses, mais je vais partir complètement ailleurs. Depuis tout à l'heure, on parle que de la représentation du féminin et on parle pas du tout de la représentation du masculin. Enfin, moi, j'ai l'impression que là, il y a eu vraiment, insidieusement, une hiérarchisation entre les valeurs catégorisées féminines et masculines qui s'est faite sans peut-être même qu'on s'en rende compte, en disant on va essayer de mettre des valeurs masculines dans les personnages féminins et super. Et on se pose pas du tout la question de remettre en cause aussi cette espèce d'hégémonie des valeurs masculines qui sont mises dans les petits garçons. Est-ce qu'on remet pas en cause aussi les valeurs qui sont assignées à ces petits personnages masculins? Est-ce que on va pas les montrer tout le temps à se battre et tout ça? Enfin, est-ce qu'on pourrait pas aussi remettre en cause ces choses-là? Enfin, je pense des deux côtés, il faut aussi revoir ces stéréotypes et montrer des personnages masculins, parce que il y a aussi des valeurs entre guillemets considérées comme féminines qui sont assez positives, je trouve, de faire attention aux autres, ces choses-là, de s'écouter entre nous. Et je trouve que là, peut-être on oublie un peu ça, quoi. C'est très important de faire de l'empowerment pour les filles, mais aussi de déconstruire une image de vérité complètement hégémonique. L'idée, c'est pas du tout de masculiniser les filles. C'est pas du tout ça le propos. Le propos, c'est de raconter des choses qui réunissent au lieu de diviser. Il s'agit pas de dire il y a des valeurs féminines, des valeurs masculines, ça veut rien dire. On partage tous les mêmes valeurs. Et maintenant, c'est comment on se positionne par rapport à ça. Je vais prendre comme exemple une scène qu'on a dans Miraculous, où il y a le super-héros, la super-vilaine de l'épisode s'appelle Reflecta. C'est une fille que personne ne remarque, et son pouvoir de super-vilaine devient le fait de transformer tout le monde en copie d'elle-même. Et il s'avère que dans l'épisode, le super-héros, garçon, se fait transformer en copie de la super-vilaine. Donc il prend une apparence de fille. D'accord ? Et donc quand il se retrouve transformé en fille, le personnage designé des platform boots comme ça, forcément il se fait transformer comme ça et il doit réagir. Donc comment tu le fais réagir? Tu as deux possibilités. Soit tu vas dans la division et tu fais, et là voilà, tu sépares les filles et les garçons et tu dis ah mon dieu, merde, mais je suis habillé en fille, oh c'est nul. Ou alors tu fais que le garçon il dit ah putain, mais comment on fait pour marcher avec des trucs pareils? Et ça, c'est un truc que tout le monde vit, que ce soit garçon ou fille. Et je pense que c'est ça qui nous guide. Il ne s'agit pas de dire on va injecter du fille chez les garçons et du garçon chez les filles. Ça n'a pas trop de sens. Mais par contre, je me rappelle qu'on avait discuté d'un truc qui était très intéressant à ce niveau-là, que tu disais que que quelque part, il y avait le masculin était identifié au neutre, en fait. Et ça, je trouvais ça super intéressant, et ça faisait vachement écho à ce que tu disais. Donc, je vais peut-être laisser Mélanie. Oui, effectivement, notamment dans la tradition de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire quand on a des personnages animaux, ce qu'on constate à la fois dans la littérature de jeunesse et en animation, où tous ces petits personnages circulent aussi, c'est que finalement, je vous dessine un pingouin, par principe, on va penser c'est un garçon, et le féminin pour advenir va être marqué par des attributs spécifiques, c'est-à-dire des talons, des froufrous, un neuneu, un peu de maquillage, des longs cils, des attitudes dans le cartoon, ça va être un petit déhanché, des battements de cils également, voilà. Et donc c'est vrai que ce fait que le masculin soit associé au neutre va aussi avec sa valorisation en fait des attributs masculins qui sont présentés comme universaux, tandis que le féminin est pensé comme spécifique, segmentant, voire quelque chose finalement qui n'est pas très enviable. Je vous renvoie à la pub Always,
lancé comme une fille, voilà, c'est pas a priori pas perçu comme lancer le plus loin qu'on peut. Courir comme une fille, on imagine Candy, on n'imagine pas courir le plus vite possible. Voilà. Alors, il y a une question au deuxième rang. Pas spécialement féminin, cool. C'est pas une obligation justement, mais moi c'est à titre personnel. Évidemment, c'est un choix, un goût, je portais là-dessus. Je suis plus intéressé. Alors, est-ce que parce que je suis un garçon et que c'est un terrain certainement incognita pour moi, plus intéressant à écrire, à rechercher, où je vais me creuser vachement plus la tête pour créer quelque chose de plus palpable, parce qu'après, oui, dans la caricature, je peux être là, je peux décrire des garçons et tout, on les met dans une salle, on fait tomber un ballon, ça y est, on s'occupe pendant 10 heures, quoi. Mais non, mais au-delà de ça, c'est que ça m'intéresse plus que ce soit dans n'importe quel genre que j'écris, du coup de style, que ce soit histoire classique, dessin animé, film d'action et tout. Je préfère jouer, c'est pas une question de ça, mais c'est de casser, de prendre du contre-pied, parce que il y a des contre-pieds à prendre, et effectivement, pour moi, les personnages féminins sont vachement plus intéressants, parce qu'il y a du clivage, beaucoup de clivage, les choses sont en train de changer, et d'ailleurs, on le voit en ce moment sur un retournement. Alors, est-ce que ce sera un retournement qui sera utile, bienfaiteur et intelligent? On le voit sur les personnages, par exemple, là où tous les personnages héroïques, pendant un moment, étaient exclusivement masculins, et on est en train de faire une inversion petit à petit, et on le voit sur Star Wars. Le personnage principal, maintenant, est une femme. Ce qui est un grand changement, c'est-à-dire que l'élu, le personnage qui est représentant, qui va devenir le héros, qui est le porteur de tout le public, devient une femme. La nouvelle bande-annonce de Rogue One, ou je ne sais pas quoi, qui est le spin-off de Star Wars qui est tourné, l'héroïne est une femme. Mad Max. Donc on change. Mad Max, c'est Furiosa, il n'y a rien à dire. Aussi, il y a des inquiétudes, on voit, ils font un remake de Ghostbusters en changeant complètement de sexe. Est-ce qu'on n'est pas dans un truc un peu, on surfe sur le truc, et puis bon, ça risque de donner un film bien bidon, peu importe que ce soit masculin, féminin, mais il y a un changement, il y a des trucs. Et j'en viens à cette petite anecdote pour faire très vite, c'est qu'il y a 7-8 ans et tout, j'avais coécrit un projet, c'était la théorie du cartable, un truc de basket de rue, un peu post-apocalyptique et tout. C'était vachement bien, ça suscitait de l'intérêt et tout. Donc c'est du tout 3 contre 3. Le personnage principal était une fille. C'était Maloé. C'était trop bien, moi j'étais content, puis je voulais ça, et il y avait 2 garçons derrière, ça formait une vraie équipe, ça tournait, et tout. Personnage principal féminin. Ça plaît, tout ça. Puis au bout d'un moment, ça commence à se développer, et puis on vient me voir, au bout d'un moment, bon, quelqu'un qui s'y connaît en distribution, et puis pour vendre le projet international, qui me dit, bon, bah, écoute, c'est bien, mais ça serait bien que Maloé, ce soit Malo, ça soit un mec, parce que si on veut vendre des cartables dans la cour de récré, c'est mieux si c'est un petit garçon qui est dessus, quoi. Et du coup, le dessin animé, bah, on a changé, c'est devenu Malo, et puis bon, effectivement, il s'est pas fait parce que Basque Up est arrivé avant nous, et voilà, on pouvait pas être deux là-dessus. Mais cette anecdote, moi, c'est un truc qui m'avait marqué, dans le sens où je me disais, bon, il y a du taf. Alors, c'était il y a 6-7 ans, les choses évoluent fort heureusement, mais il y a... Eh ben, j'ai dit, bah non, moi, je veux Maloé. Bah, on m'a dit, bah non, ça sera Malo. Bah oui, mais je veux Maloé. Bah non, ça sera Malo. Bah si tu veux la faisabilité du truc, il faut que ce soit Malo. Bon, bah ouais. Bah, il n'a pas eu lieu, de toute façon. Faut pas surestimer le pouvoir des auteurs. Alors, je vais prendre... J'avais juste oui, vas-y, je t'en prie. par rapport à ta Après, création on de prend personnage, deux et pour questions. rebondir sur les questions aussi, je pense qu'un personnage féminin est intéressant aussi pour un auteur, parce que les femmes ont quand même des combats à mener et un chemin qui est
compliqué. Et je pense que du coup, pour un auteur, le fait d'avoir un personnage dans la difficulté, c'est forcément fondamentalement intéressant. Donc peut-être que c'est un des éléments aussi qui font qu'à un moment, ces personnages-là, ils ont un chemin, ils ont une trajectoire un peu semée d'embûches. Voilà, c'est peut-être un élément de réponse. Et puis j'ai aimé aussi une phrase qui a été dite dans les échanges qu'on a pu avoir avant, c'était qu'on ne pense pas fille, mais on est fille. Et qu'il faut, là aussi, on a le droit d'être droit dans ses bottes, ses chaussures. On est fille, on n'est pas obligé non plus de créer une sorte de recette. Il y a un naturel, il y a une sincérité et il y a la comédie. Pour raconter de la comédie, on a besoin d'incarner des choses un peu extraordinaires. Et donc du coup, il faut faire attention à pas non plus mélanger le stéréotype et le extraordinaire dont on a besoin pour raconter nos histoires. Mais je vais juste prendre encore 2 questions. Il y en a une au premier rang. Ça va là, vous entendez? Tiens, prends celui-là, tu sais. Merci. Donc je répète, désolée, c'était pour dire que je suis professeure des écoles en maternelle en banlieue, donc j'entends assez bien ce que les enfants disent sur les programmes qu'ils voient, ce qu'ils peuvent en tirer comme leçon sur l'animation, la société, la vie, etc. Et donc moi j'adore l'animation, mais je regarde aussi pour eux, donc j'ai vu tous les épisodes de Miraculous Ladybug. Et je voulais savoir à propos du stéréotype féminin, on a donc Marinette qui aime la mode, qui porte un pantalon rose, qui a sa chambre rose. Ça, c'est pas grave, à la limite, ça, c'est bien. Il y a aussi des petits clins d'œil qui montrent qu'il y a des choses propres à la série, comme par exemple, j'ai vu dans un poster avec Adrien, où ça fait un peu le yin et le yang, avec le blanc, le noir, etc. Mais il y a aussi Chloé. Et du coup, les deux, Chloé est encore plus dans le stéréotype féminin, c'est-à-dire que elle, c'est la fille à papa qui adore la mode, elle veut qu'on lui achète tout. Alors comment est-ce qu'on se débrouille quand on écrit une série comme ça, où finalement, effectivement, il y a des stéréotypes qui sont pas mauvais, mais comment on fait pour pas balancer trop d'un côté ou trop de l'autre, ou est-ce que des fois, c'est pas compliqué d'écrire 2 personnages comme ça? Je sais pas si c'est très clair. Mais... Non, moi, je sais pas comment dire. Moi, je me mets à la place de Marinette et oui, Marinette, c'est pas qu'elle aime spécialement la mode, elle aime ça, mais en fait, on voit, si tu as vu tous les épisodes, tu vois que elle ne fait pas que créer des vêtements ou des trucs, elle crée des boîtes. En fait, oui. C'est quelqu'un qui est très créatif en soi. On voit qu'elle est artiste, elle pourrait être artiste dans autre chose. Exactement, mais elle fait plein de trucs, donc elle n'est pas juste limitée à ce truc-là. Et après, tu te rends compte aussi que, en termes de direction artistique, il y a un choix qui a été fait, qui est très fort. On n'a pas mis juste du rose pour le rose. C'est un jeu sur la double identité, c'est-à-dire qu'en tant que Ladybug, elle est rouge à point noir, et quand elle est en identité civile, elle est rose à point blanc. Et ça, c'est sa marque de fabrique qu'elle injecte dans tout ce qu'elle fabrique. Donc, c'est pas, on met pas juste du rose pour mettre du rose, en fait. Pourquoi rose, ça aurait pu être vert, bleu, parce que écoute. Parce que les chaînes aiment le rose, ça c'est une certitude. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Oh, non, pas du tout. Non, c'était pour le coup, moi je mettrais pas c'est comment dire. N'oublie pas aussi que la série se passe à Paris. Et les filles à Paris sont roses. Il y a des codes quand tu regardes à l'international. Les clichés de couleurs qui sont associés à Paris et à la France, c'est le blanc, le noir et le rose. Ça, je sais pas qui a fait ça. C'est imposé par le partenaire japonais qui... Non. Non. Je vois pas ce que les Japonais ont à foutre là-dedans. Comme dit mon voisin, c'est Piaf qui a contaminé la vie en rose. Je vois pas ce que les Japonais ont à foutre là-dedans. Alors, tout à fait. Qui est absolument volontaire. Oui, tout à fait. Donc la mode Paris est toujours associée
ça fait partie de notre ADN français, tout à fait. Oui, mais tu parles des Japonais, tu dis c'est les Japonais qui ont imposé ça. Ça n'a rien à voir. Pas du tout. Nous sommes ceux qui fabriquons la mode. Donc c'est pas des clichés produits par l'extérieur, c'est nous qui le produisons, le cliché. Alors mes deux questions viennent de se démultiplier. Vas-y, je t'en prie, Morgane. Juste Et moi, je faisais partie, je pense, des toutes premières personnes à qui on l'a pitché, et je me souviens pas d'avoir vu Chat Noir à l'époque. Donc, on était au tout début sur une série 100% filles, très assumée, avec toutes ces rondeurs bien partout. Et donc, quand même, je m'étonne en fait que tu t'étonnes que ce soit dans les côtés merchandising, a priori d'abord connoté filles, parce qu'au départ, c'était une série 100% filles. Donc il y a quand même eu des réglages qui ont été faits tout au long de... C'est pareil, je pense que vous faites l'écho d'un stéréotype. Là où moi, je fais totalement la différence entre une super-héroïne féminine et de la représentation des clichés qu'on associe au féminin. Effectivement, à la base, moi, quand j'ai créé le projet, je voulais créer une super-héroïne féminine. Point. C'est tout. C'est comme tu peux créer Spider-Man ou Batman ou Wonder Woman. Voilà. Maintenant, il s'avère que au fur et à mesure du développement de la série, le personnage de Chat Noir a pris de plus en plus d'importance et correspondait aussi à quelque chose qui était très important pour TF1, c'est-à-dire la mixité. Et effectivement, c'est un truc qui me parlait aussi. Et donc, c'est vrai que petit à petit, on a rééquilibré la série pour faire en sorte qu'on ait un vrai duo et une vraie dynamique. Et je trouvais ça très intéressant. Mais c'est pas une question de on s'est couché face au lobby des marchands de jouets, où on n'assume pas le fait de faire un truc féminin ou quoi que ce soit. C'est juste à un moment, on a envie de raconter des histoires, on a envie de montrer un vrai personnage féminin fort, mais aussi on a envie de réunir autour de ce personnage. Et c'est vrai que le fait qu'elle ait un partenaire masculin et qu'on ait un vrai duo, ça, je trouve que ça amplifie le message. Et c'est pour ça aussi que le fait que ça s'appelle Miraculous et pas juste Ladybug ou machin, je trouve qu'en fait ça renforce ça réunit en fait. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Alors, je prends une dernière question au deuxième rang. Est-ce qu'il y a toujours une question au deuxième rang? Alors, peut-être oui. juste avant de prendre la question, en fait, je me permets de réagir à quelque chose qu'a dit Nathalie. C'est pour ça que j'essayais un peu de reprendre le micro et qui va Bien nous réconcilier tenté. tous sur la question qui nous occupe, qui nous anime, hein, j'oserais dire. C'est ces stéréotypes, mais comment en sortir? Et C'était la conclusion, mais vas-y. En fait, Nathalie, elle a eu une bonne intuition. C'est que les stéréotypes, pour en sortir, il faut sortir finalement du fait de présenter toujours les mêmes modèles. Et donc ça peut être fait comment ça peut être en proposant des modèles contre-stéréotypiques, c'est-à-dire qui prennent le contre-pied. Bon ben voilà, Ladybug, elle est super forte en jeu vidéo. Figure contre-stéréotypique. Ça peut être aussi des anti-stéréotypes, c'est-à-dire des personnages qui vont servir de support critique à la persistance d'une forme de sexisme dans notre société. Moi, j'ai ce matin... Comme ce que tu disais avec Chloé, qui pour le coup est le pendant absolu de Marinette, qui elle, pour le coup, elle va dans tous les clichés, mais on l'utilise pour ça. Moi, j'avais ce matin, je donne des cours d'analyse des rapports sociaux animés à des étudiants de master. J'ai ce matin un groupe qui m'a analysé la série Titeuf. Ils m'ont beaucoup parlé de cet épisode dans Titeuf où les filles, par exemple, organisent une manifestation style MLF pour pas faire les gâteaux. Ils m'ont beaucoup parlé aussi de cet épisode où finalement Titeuf entend parler dans les médias du fait qu'il y a des femmes en position de pouvoir et dans des rôles socio-professionnels valorisés. Et du coup, Titeuf et ses copains s'imaginent une société complètement matriarcale, dirigée par les femmes. Ils sont complètement dans le fantasme. Et donc il voit autour de lui, il imagine par exemple la policière qui fait la circulation comme étant complètement tyrannique, la maîtresse c'est une femme, ma maman elle travaille alors que mon papa il travaille pas, voilà c'est une thèse un peu conspirationniste du matriarcat. Et donc ça sert de support à une réflexion sur la rémanence d'un certain sexisme de cours de récré, où à la fin, justement, le papa Titeuf va lui expliquer, mais non, si on en parle de ces femmes en position de pouvoir, mais c'est parce qu'elles sont minoritaires.
Et comme il n'y en a pas beaucoup, on essaye de faire bouger les choses et on en parle dans les médias. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle en sociologie quelque chose d'anti-stéréotypique. Qui peut être bien dans la mesure où c'est pas systématique. Si les personnages féminins sont toujours montrés en train de galérer, au bout d'un moment, là on retombe dans une forme de stéréotype. Mais c'est intéressant aussi de jouer sur ce côté et d'avoir vraiment quelque chose de réflexif par rapport aux inégalités qui existent dans notre société. Clairement, merci. Du coup, moi, c'était aussi un peu la question que je me posais, que j'avais envie de poser. Et surtout de me demander qui pourrait y répondre, parce qu'on dit les choses évoluent tout doucement, mais qu'est-ce qui empêche qu'elles évoluent plus vite? Est-ce que c'est les consommateurs, on va dire, ceux qui regardent les dessins animés et qui achètent les jouets? Est-ce que c'est pas aussi aux diffuseurs un moment de dire nous, on décide de mettre à l'antenne des séries avec des filles habillées en vert et et avec même une attitude neutre, qui ne soit pas forcément masculine. Et puis, de la même manière, en fait, des familles de personnes du même sexe ou monoparentales. Ou est-ce que ça peut venir également des auteurs qui apparemment ont cette volonté? Donc, je me dis, si tout le monde a cette volonté, pourquoi ça n'avance pas? Ou est-ce que ça Et de la même manière, les spectateurs vont toujours dire, mais nous, on a envie de voir autre chose, on a envie d'avoir de sortir de ces clichés, etc. Donc, c'est qui les méchants qui empêchent un moment que les choses avancent, quoi? Je pense qu'il n'y a pas de méchants, mais en fait, c'est l'innovation. C'est-à-dire, c'est qui va être le breakthrough. C'est-à-dire, à un moment, les choses, elles évoluent parce qu'il y a quelqu'un qui a fait autrement et ce truc a été un énorme succès. Et la télévision, en étant aussi dans la diffusion, on a toujours un peu la trouille parce qu'on reproduit malheureusement, parce qu'on est sur nos audiences et on veut faire que ça marche. Donc, on se dit, bon, ça marche, donc on va essayer de refaire quelque chose qui est un peu sur ce modèle. C'est normal, on sécurise, on est toujours dans un modèle de sécurisation de nos actifs. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui essaye un truc, et puis on l'a accompagné parce qu'on dit c'est pas mal, on va essayer, on va voir comment on va y arriver. Et ce truc-là, on l'a vu sur les fictions américaines. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis pour que la fiction devienne si bonne? C'est qu'à un moment, la télévision, les networks étaient dans le marasme, la syndication n'existait plus, les networks étaient en plein marasme, et puis HBO est arrivé avec une proposition de trucs hyper innovants, parce que c'était du câble, du satellite, ils n'étaient pas soumis à la même pression. Et puis tout d'un coup, ça a fait évoluer le paysage. C'est un peu pareil au niveau des dessins animés. L'innovation, elle va venir certainement des chaînes généralistes parce qu'elle se pose beaucoup de questions, mais elle peut venir aussi de choses un peu bizarres qui font se passer sur des chaînes du câble, peut-être sur du délinéarisé. Et du YouTube, oui, clairement. Du YouTube, voilà, des choses où les enfants vont de toute façon, ils vont y aller. C'est-à-dire qu'on sait qu'à un moment, ils vont aller chercher des trucs bizarres, et là on se dit, attends, ils regardent des trucs sur Internet qui sont trop bizarres, pourquoi on ne pourrait pas leur offrir aussi ça sur des séries classiques qui passent en télévision? Et ça évolue. Mais il faut qu'il y ait un moment, un accès peut-être un peu en zigzag qui fait que le gamin, il va chercher la chose qui va le faire rigoler, qui n'est pas toujours ce qu'on aurait aimé lui donner, nous, peut-être, mais est-ce qu'on a tort, est-ce qu'on a raison? Si ça fait évoluer la société, c'est l'enfant qui aura raison, quoi. C'est l'innovation qui aura raison, je pense. Mais je fais un petit parallèle pour rebondir sur ce que tu dis aussi avec la vie réelle. C'est vrai quand on va beaucoup sur YouTube, etc., là aussi, il y a une compétition pour exister, pour être vu, pour être reconnu, et pour arriver à ça, il y a un surstéréotypage dans beaucoup de situations qui sont mises en scène dans ce qui émane directement du public et non pas par les fourches codines des diffusions, je dirais, réglementées où les contenus pourraient être calibrés, etc. Donc c'est intéressant aussi de voir ce qui ressort. Après, j'ai pas de statistiques particulières, juste je regarde beaucoup, mais je constate qu'il y a énormément de représentations de stéréotypes qui sont pas d'ailleurs spécifiques à l'animation ou à un genre donné, mais la musique en véhicule quand même énormément, et tout notre public d'animation est aussi un grand consommateur de musique, et là aussi on a énormément de stéréotypes véhiculés plus ou moins positivement. Donc encore une fois, je crois que avant de... Ça dépend, parce que regarde dans les blogueuses ou dans les femmes qui ont fait de la BD, aujourd'hui il y a quand même des blogueuses, des créatrices de BD qui ne sont pas toujours reconnues par l'intelligentsia, type Festival d'Angoulême, mais bon, il y a des filles qui font évoluer les frontières, qui parlent de trucs très féminins et qui sont hyper drôles, et ça c'est aussi un des points, c'est-à-dire que l'humour, c'est vraiment ce qui nous rassemble, c'est-à-dire que c'est ce qui va à l'encontre du stéréotype. Et s'il y a des femmes qui sont des créatrices
actrices qui peuvent amener des personnages qui sont drôles, que ce soit des garçons ou des filles. À partir du moment où une fille est drôle, elle entraîne le public. Donc, je pense qu'il y a aussi des choses sur Internet. Bien sûr, ça peut flatter les gens dans le mauvais sens du poil et amener des trucs assez abominables. Il y a des choses terribles, mais il y a aussi clairement, il y a des toujours choses qui émergent et qui font que les ma choses évoluent. réaction était principalement sur les choses, même quand elles ne sont pas calibrées et qu'elles sont laissées en liberté, qu'il y a une liberté de proposer quelque chose, il y a une autocensure, il y a un autocalibrage, il y a voilà, et c'est souvent aussi pour se démarquer par rapport à comment exister en communiquant. Mais je suis d'accord. Est-ce que c'est pas quand même un petit peu justement en prenant conscience de tout ça qu'on peut casser ces automatismes? Je pense que c'est voilà, à travers ce genre de rencontres, de réflexion, mais je pense qu'il y a en effet souvent des réflexes. Les gens ont des réflexes. Alors tiens, on va mettre la robe rose, ou on va mettre le mur rose, et tout d'un coup, si on s'oblige à s'interroger sur ces réflexes, on peut peut-être arriver quand même à proposer des modèles différents. Alors. C'est sûr que le décrassage n'est pas fini. Je sais que sur Miraculous, par exemple, j'ai été hyper vigilant sur c'est juste une bêtise, mais à chaque fois qu'on avait besoin d'un personnage de pouvoir, systématiquement, les auteurs mettaient un homme. Donc on se retrouvait avec le directeur de l'école, c'est un homme, le patron de la chaîne de télé ou un truc, c'est un homme, etc., etc. Donc régulièrement, je continue à intervenir sur un script en disant non, attention, là, ça c'est on a encore une espèce de sexisme intérieur, nous les hommes, et même certaines femmes des fois, où en fait il y a des professions qui ne sont pas associées aux femmes, et du coup, paf, on a tendance à ressortir naturellement ce cliché, et il faut vraiment lutter contre ça. Donc voilà. Donc effectivement, sur certaines choses, il faut être très vigilant. Le combat n'est pas fini. Tout à fait. Corinne, tu parlais de réflexes et d'autocensure. C'est pas plus tard qu'il y a quasiment la semaine dernière, avec mon co-auteur, on est sur un projet d'un grand personnage historique, jeune, machin, tout ça. Il est à fond, il est sous pression, il va devenir un grand héros, tout va bien et tout. On écrit une scène, donc il en a gros la patate, et je passe le truc sur ma scène et tout. Et mec, donc il est face à la mer, il y a un moment de gros décompression, et là il chiale. Mais le mec, garçon, le héros, fond en larmes et tout, voilà. Mon co-auteur passe naturellement sur le truc, et avec sa passe, le mec il regarde l'horizon et tout, d'un air concentré. J'ai des problèmes. Et un truc comme ça. Donc hop, c'est passé, on l'envoie à la production, bah non, faut y aller à fond là-dessus, quoi. Moi j'avais rajouté le dernier truc, je me dis bon, une petite larme, voilà. Parce que fallait trouver juste le milieu des deux, voilà, au bout d'un moment on fonctionne aussi comme ça, et du coup à la production on nous a demandé bah non, faut y aller vraiment. Donc là on est aussi dans un truc, bah tiens, voilà, tu vois, c'est des trucs aussi entre co-auteurs, on est là, je te l'avais dit. Mais ça participe du truc où effectivement sur les inversions, les machins, c'est-à-dire que le héros qui est destiné à combattre je sais pas quoi, des dragons, des ennemis et tout, le truc classique c'est le garçon il chiale pas. Bah si, les mecs ça chiale comme des madeleines et tout, et justement de jouer du héros et tout, je pense que c'est quelque chose qui a des grosses émotions et qui s'écroule et tout, les garçons comme filles, c'est un truc absolument commun, mais qu'on voit pas souvent. Alors c'est la perdition, il va réfléchir et tout, mais de fondre en larmes réellement, bah, c'est quelque chose